Il est 8h10, bienvenue si vous nous rejoignez après votre journal local. Dans 20 minutes, c'est le journal de Radio Vatican, avec à la une de graves inondations en Afrique du Sud. Et puis, dans le dossier, gros plan sur la question sensible du nucléaire iranien. Les États-Unis et l'Iran ne se sont toujours pas mis d'accord et l'heure ne semble pas être à l'optimisme. Vous l'entendrez au micro d'Olivier Bonnel. Mais d'abord, l'invité de la matinale. C'est l'un des monuments les plus connus d'Ukraine. Dans la nuit de lundi à mardi, la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, classée par l'UNESCO, a été endommagée par des frappes russes. Constatation hier d'un journaliste de l'AFP sur place. Nouveau stigmate de la guerre à 2000 km de Paris. Et c'est sans compter les victimes civiles plus nombreuses. N'a-t-on donc rien appris des conflits mondiaux du XXe siècle pour que de nouveaux conflits éclatent? De Kiev à Gaza, de la Birmanie à la République démocratique du Congo. Plus jamais la guerre, plus jamais, disait une expression à la fin de la Première Guerre mondiale, popularisée par le pape Paul VI en 65 et reprise il y a un mois par Léon XIV. Le travail de mémoire peut-il encore être un rempart à la guerre? Question que nous allons poser ce matin à notre invitée Patricia Miralles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de la Mémoire et des Anciens Combattants. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Y a-t-il une amnésie collective sur ce qui s'est passé au XXe siècle? Je pense que il faut prendre les choses d'une autre manière. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est que nos derniers survivants de la guerre de la Seconde Guerre mondiale sont en train de nous quitter. Et on a cette jeunesse qui est en demande parce que des fois, je suis agacée de voir qu'on critique beaucoup la jeunesse. On a une très belle jeunesse en France. Il faut peut-être juste savoir leur parler. Et donc, avec les anciens, nous continuons à transmettre cette mémoire, mais c'est une mémoire aussi qui est familiale. Et le problème de ces jeunes aujourd'hui, c'est que nous avons connu le repas du dimanche où on entendait les grands-pères ou parfois les parents raconter cette guerre. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, ces repas de dimanche. La transmission familiale s'est arrêtée. Et donc, ce que l'on sait, c'est que cette transmission familiale, elle est importante. Elle est importante pour enraciner les jeunes, d'abord dans leur propre famille, mais aussi dans leur pays, et de faire en sorte qu'ils s'intéressent par un autre biais. Donc, comment on fait pour intéresser les jeunes, aujourd'hui, à connaître mieux l'histoire de France? Eh bien, il faut qu'on travaille avec leurs propres outils. Et vous pensez qu'en connaissant mieux l'histoire de France, ça permettra d'éviter de nouvelles guerres, ça permettra d'éviter peut-être une forme de totalitarisme ou d'envie belliqueuse? Il me vient à l'esprit un voyage que j'ai fait il y a 2 ans, en décembre, pour aller à Auschwitz-Birkenau. Et j'étais avec une des déportées qui est très connue, qui est Esther Senault. Et j'ai vécu un moment particulier parce qu'à la fin de la journée, alors qu'on était parti à 5h du matin, qu'on rentrait, c'était 1h du matin, il y avait des élèves et il y avait une jeune fille d'un collège du 9-3 qui est venue voir Esther dans l'avion. Elle s'est mise à genoux, elle lui a dit « Madame, à partir d'aujourd'hui, on ne pourra plus jamais me dire que ça n'a pas existé. » Et c'est aussi ça ce qu'il faut qu'on arrive à faire avec les jeunes. C'est les amener avec nous, leur montrer les choses, leur faire voir la réalité des choses. Parce que, ils apprennent très souvent, ou pas, avec les fake news. Parfois, moi je leur dis, vous avez une arme, c'est le téléphone portable. Et vous avez une chance, c'est Internet. Sachez vérifier les sources à chaque fois. Patricia Miralles, en quoi la disparition aussi des derniers témoins contribue-t-elle peut-être à cette perte de transmission, cette perte de mémoire dont vous parlez? C'est toujours beaucoup plus touchant d'avoir un témoignage vivant. Aujourd'hui, nous nous attelons à enregistrer ces derniers, survivants, pour avoir encore cette voix qu'on peut entendre parfois dans des musées, quand vous mettez un casque, quand vous avez à l'écran ce témoignage que l'on rend vivant finalement. C'est très important parce que c'est ce que je vous disais, si les jeunes n'ont pas cette preuve, aujourd'hui ils sont détournés de l'information.
Est-ce que ça inquiète les anciens combattants? Vous êtes ministre des anciens combattants. Que vous disent-ils, les anciens combattants, sur cette jeunesse? Ils s'inquiètent de cette perte de transmission? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des associations d'anciens combattants. Quand je suis arrivée, il y a presque 3 ans, au ministère, bon, j'ai senti qu'ils étaient un peu fatigués. Et puis, je leur ai dit, attendez. Si vous voulez qu'on continue à transmettre votre histoire et celle qui est importante et qui permet à ces jeunes de s'enraciner, eh bien, il faut peut-être leur tendre la main. Et je trouve que la mission des 80 ans de la libération et de la victoire, ça nous a permis une chose essentielle, c'est que dans toutes les commémorations, on a rendu les jeunes acteurs. On a labellisé des projets qui étaient des projets parfois scolaires, mais aussi des projets communaux, des enfants, des élus municipaux. Et ça a permis quoi? Ça a permis de voir ces jeunes dans les cérémonies. Et je peux vous dire que nos anciens combattants et nos porte-drapeaux, quand aujourd'hui ils ont des jeunes porte-drapeaux avec eux, eh bien, ils sont heureux et ils me disent, vous nous avez donné un coup de jeunesse. C'est vrai que le mois de juin est toujours un mois assez chargé pour la mise de la mémoire et des anciens combattants. Il y a le 6 juin, bien sûr, il y a le 8 juin pour la commémoration de la France en Indochine. Constatez-vous au ministère de la Mémoire une forme d'essoufflement de ces commémorations? Est-ce que c'est devenu une amicale des anciens combattants? Vous dites là que les jeunes commencent à participer. On assiste à ce changement dans le public des commémorations? Oui, moi j'avais une petite musique qui me revenait souvent et qui disait de toute façon il n'y a plus personne dans les cérémonies, on n'a qu'à en faire qu'une. Et je suis partie de ce constat et je me suis dit, eh bien, plutôt que d'en faire qu'une, plutôt que de ne jamais voir une grande cérémonie nationale, parce que je suis désolée, moi je suis plutôt du Midi, les grandes cérémonies nationales qui étaient à Paris, je les ai jamais vécues. Et je me suis dit, c'est moi qui vais me déplacer. Et du coup, je délocalise des grandes cérémonies nationales et j'invite des collégiens, des lycéens et les anciens combattants de la région ou du département dans lequel je fais la cérémonie. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a de plus en plus de monde dans les cérémonies, parce qu'on va vers eux et on leur montre ce que c'est qu'une grande cérémonie, et là ils rencontrent les anciens. Mais moi, vraiment, je suis fière de cette jeunesse qui s'engage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le dit, on a un jeune sur 2 qui serait prêt à s'engager. Mais s'engager pour son pays, il y a plein de choses à faire. On peut être un réserviste citoyen, on peut aller aider sa commune, on peut rentrer dans des associations. S'engager, c'est pas forcément s'engager dans l'armée. Mais comment renouveler? Vous parlez des cérémonies. Comment on renouvelle ce qu'on fait pendant ces cérémonies pour justement peut-être pour que ça ne devienne pas des simples cérémoniels un petit peu hors d'âge? Mais déjà, on les rend acteurs des cérémonies. On voit avec eux comment ils voudraient prendre part à cette cérémonie. Parfois, ils veulent lire des textes qu'ils choisissent eux-mêmes. Ça, c'est important parce qu'on leur fait prendre la parole devant tout le monde. Moi, il y a un geste que je veux qu'ils apprennent. Et qui n'est pas, je dirais que dans le protocole républicain lors d'une cérémonie, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est qu'ils puissent déposer quelque chose. Dans une cérémonie, vous avez toujours, s'il y a le ministre ou les élus qui déposent une gerbe, et puis les associations. Mais moi, je veux que les jeunes déposent quelque chose, parce que ils peuvent très bien réaliser quelque chose qu'ils déposeront sur ce monument, ou parfois, quand on est dans des hauts lieux de la mémoire, il faut les rendre acteurs et leur faire confiance. Et écouter la façon dont aujourd'hui ils apprennent. Ils n'apprennent pas de la même façon que nous. Et donc, petit à petit, quand on leur fait confiance sur une démonstration qu'ils nous font, sur la façon d'apprendre, sur l'innovation, sur le numérique, sur la réalité augmentée, eh bien, ça nous permet à nous, après, de pouvoir les intéresser pour qu'ils puissent ouvrir un livre. Et parmi les outils qu'ils ont à leur disposition, ces jeunes, il y a le tourisme. Parfois, on part avec ses parents en vacances. C'est ce qu'on appelle le tourisme mémoriel. On va visiter les lieux où il s'est passé quelque chose. Est-ce que les lieux où il y a du tourisme mémoriel gagnent en fréquentation? Alors, je vous dirais oui, parce qu'on le voit au niveau des musées que je gère au ministère. Quand je suis arrivée, en juillet 2022, je me suis dit, on va réfléchir à quelque chose. On voit
personnes ne partent en vacances. Je vais prendre la Bretagne, par exemple. Ils partent en vacances. Qu'est-ce qu'il y a en Bretagne qui fait qu'on pourrait intéresser les gens qui vont en vacances à venir faire ce chemin de mémoire? Et donc, j'avais fait des capsules sur Twitter et sur Facebook qui reprenaient la carte avec des petits points. Et je disais, ben voilà, si vous êtes en vacances à tel endroit, je vous propose d'aller visiter tel lieu. Et ça a très, très bien marché parce que c'est un peu les deux. Il y a ceux qui vont aller dans cette région parce qu'ils veulent visiter un haut lieu de la mémoire, et puis il y a ceux qui viennent tout simplement en vacances. Et donc ça se lie. Ce qu'on appelle un haut lieu de la mémoire, simplement, très rapidement, on a en tête les plages du débarquement. Qu'est-ce qu'il y a comme autre lieu de mémoire ? Alors, les hauts lieux de la mémoire, vous avez le mémorial de Saint-Malo, par exemple, vous avez le musée de la Résistance d'Argoat, vous avez la nécropole nationale de Saint-André-Doré, si on parle de la Bretagne. Voilà, c'est tout ça, les hauts lieux de la mémoire. C'est aussi quand on a nos grands cimetières où l'on montre que on a dans notre pays quelque chose d'incroyable. On dit il faut que ces jeunes comprennent. Eh bien, moi, je dis qu'une chose, c'est que dans chaque commune, il n'y a que 12 communes en France où il n'y a pas de monument aux morts. Dans chaque commune, si on invite les jeunes à lire les noms sur les monuments aux morts, on comprendra une chose, c'est qu'on ne s'est pas battu tout seul, qu'il y a des noms à consonance étrangère, et on regardera qu'il n'y a pas qu'une religion, parce que par les noms, on comprend aussi qu'il y a eu des religions différentes. Et ils se sont tous unis pour que nous soyons en liberté. C'est ça ce qui est important, c'est que les jeunes aillent lire les noms des monuments aux morts. Vous parlez beaucoup des jeunes depuis le début de cette interview. Ça m'étonne quand on reçoit la ministre des anciens combattants et de la mémoire. On ne s'attend pas à ce qu'on parle beaucoup des jeunes. Pourquoi vous parlez tant des jeunes ? Parce que ancien, ça ne veut pas dire vieux. Ancien, ça veut dire que vous ne servez plus. Et donc, moi, j'ai des anciens combattants qui ont 28 ans. Ils ont fait 2 mandats. C'est ce qu'on appelle la 4e génération du feu. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour eux de commencer à écrire leur histoire. Parce que les OPEX, on les a depuis 1963, mais là, on a des jeunes. Et ces jeunes, ils ont besoin aussi de transmettre leur vécu, d'expliquer ce qu'on a été faire en Afrique, d'expliquer pourquoi la France prend aujourd'hui toute sa part dans l'Europe pour préserver notre liberté. Et c'est pour ça que je dis, à qui on transmet la mémoire ? Aujourd'hui, les anciens parlent du passé, ils en parlent au présent, mais qu'est-ce qu'on veut ? C'est avoir un meilleur avenir pour notre jeunesse. Et d'ailleurs, on le voit à chaque commémoration, je pense en particulier au 6 juin, au moment du 80e anniversaire du 6 juin, il y avait tous les reportages des chaînes d'infos, c'était sur les derniers vétérans, voilà, il n'en reste que quelques-uns. Quand on pense anciens combattants, effectivement, Patricia Miralles, on pense exclusivement à des personnes qui ont servi il y a des années. Qu'est-ce que les anciens combattants d'aujourd'hui, ceux qui ont 28 ans dont vous nous parliez, ont à dire sur les théâtres d'opération ? Alors, pour le moment, ils n'ont pas beaucoup parlé. Certains blessés commencent à parler. Ces jeunes, ils se retrouvent pas trop dans les associations d'anciens combattants, donc ils sont plutôt adhérents des amicales de leur régiment, parce que ils gardent une accroche au régiment pour lequel ils ont servi. Et donc c'est tout ce travail que je suis en train d'actionner avec les associations d'anciens combattants. Pourquoi ? Parce que je leur dis, ces associations, elles servent aussi à nous faire avancer. Quand vous êtes législateur, ces associations vous proposent, des fois, vous font part de certaines difficultés, et c'est comme ça qu'on améliore dans les lois de programmation militaire certaines choses, comme on a pu le faire avec les blessés, puisque aujourd'hui, sur le plan blessé, la mission que nous a confiée le président de la République, on a énormément avancé. Il y a encore beaucoup à faire, mais on est sur le bon chemin. Et c'est ça, c'est de leur dire, venez maintenant dans les associations d'anciens combattants, il va falloir que vous appreniez vous aussi à défendre l'avenir, votre futur. En introduction de cette interview, je reprenais cette phrase popularisée par le pape Paul VI, « Plus jamais la guerre, plus jamais ». Phrase reprise il y a quelques semaines par le pape Léon XIV. Et qu'est-ce que le travail de mémoire peut apporter justement pour la paix ? Peut apporter par exemple dans une guerre aussi comme celle qu'on voit en Ukraine ou à Gaza ? Je pense que les images aujourd'hui sont d'autant plus dures. Nous, on a connu les images par l'histoire. Parfois par des films qu'on a pu visionner. Eux, ils sont dans la réalité de la guerre.
Aujourd'hui, si on regarde les images de l'Ukraine, si on regarde le conflit israélo-palestinien, on se rend compte que on est dans la réalité. Et il faut qu'ils prennent conscience de cette réalité. Et plutôt que de regarder, moi je leur dis souvent en classe, c'est quoi votre intérêt ? Est-ce que votre intérêt, c'est de savoir si votre camarade de droite ou de gauche a des origines franco quelque chose ? Est-ce que c'est important de savoir s'il a une religion différente ? Qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir ? Parce que si vous vous bougez pas, vous allez y aller droit. C'est ça aussi, c'est qu'il faut qu'on soit très prudent. La liberté, ça a un prix. C'est un coût, c'est la vie. Et c'est toute cette éducation qu'on doit encore leur donner. On voit bien que les réseaux sociaux, c'est très bien, mais ça peut être hyper dangereux. Le travail de mémoire à la française, entre guillemets, peut-il être un levier diplomatique pour la paix au niveau international ? Moi, j'y crois. J'y crois parce qu'on a un président de la République qui, depuis 2017, nous dit il faut regarder l'histoire en face, aussi douloureuse soit-elle. Et on avance. Je vois quand je me déplace à l'étranger, eh bien, nous sommes reçus avec beaucoup de respect. Je peux vous donner un exemple. Nous avons été invités avec le ministre des Armées l'année dernière au Vietnam. Alors évidemment, j'ai vu des choses complètement irréelles qui disaient ils ont été célébrés la victoire du Vietnam. Non, on a eu une main tendue de la part du Vietnam. Nous avons été avec des anciens combattants de Dien Bien Phu qui ont été reçus comme des héros parce que la population là-bas disait vous vous êtes battus avec honneur. Et regarder l'histoire en face, ça veut dire aussi qu'on ne veut pas la recommencer. Et c'est de dire, aujourd'hui, est-ce qu'on a un intérêt à travailler ensemble, à retisser des liens ? Parce que l'avenir, c'est l'Europe. Mais au-delà de l'Europe, on a des relations internationales. Et c'est la raison pour laquelle, quand on nous tend la main, il faut y aller. C'est ça aussi. Patricia Miralles, on arrive au terme de cette interview, mais peut-être, avant de vous laisser partir, une petite demande de suggestion pour les auditeurs qui nous écoutent. S'ils veulent partir cet été, aller dans un lieu de mémoire, qu'est-ce que vous leur conseillez en tant que ministre de la Mémoire et des Anciens Combattants ? Oh, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, je vous ai cité la Bretagne, mais il y a aussi la Normandie. Normandie, ça paraît assez évident, effectivement, de partir en Normandie. Mais par exemple, vous avez dans le Vaucluse et dans le Var, là, j'ai inauguré le chemin de mémoire de René Char. C'est très intéressant. Et puis, évidemment, dans le Var, vous avez toute la résistance, parce qu'on en parle peu, mais il y avait une... Résistance varoise. Exactement. Merci beaucoup, Patricia Miralles, d'être venue ce matin à notre micro. Je rappelle que vous êtes la ministre de la Mémoire et des Anciens Combattants. Merci d'être venue avec nous, essayer d'expliquer et de comprendre comment on transmet aux plus jeunes aussi ce qui s'est passé au cours du XXe siècle. Merci.